J'ai enfoncé la lame dans sa chair tendre, juste sous la clavicule, là où le sang pulse comme un secret trop longtemps gardé. Ma sœur, Sophie, a gargouillé un cri étouffé, ses yeux verts, ses yeux qui m'avaient toujours envié, s'écarquillant sur la surprise absolue de la trahison inversée. 11 ans jour pour jour après qu'elle m'avait arraché à ma vie, je la regardais s'effondrer sur le carrelage froid de la cuisine de notre maison de banlieue parisienne, tandis que nos parents, figés comme des statues de cire au musée Grévin, assistaient à l'inévitable, la fin d'un mensonge qui nous avait tous rongés. Ce n'était pas un meurtre impulsif, non. C'était une sentence, prononcée dans le silence assourdissant de la nuit d'été, avec l'odeur de lavande du jardin qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte. Maman a porté la main à sa poitrine, comme si c'était son propre cœur qui saignait, et papa a murmuré mon nom, Claire, d'une voix brisée, incrédule. Pourquoi ? A-t-il balbutié, mais je savais qu'il le devinait déjà. Les preuves étaient là, posées sur la table comme un festin empoisonné. Des lettres jaunies, des relevés bancaires photocopiés, un enregistrement audio granuleux où la voix de Sophie confessait tout à un amant anonyme. J'avais attendu ce moment pendant une décennie, forgé dans les feux de l'exil, et maintenant, ils verraient. Ils verraient comment leur petite princesse avait volé non seulement de l'argent, mais une vie entière. Pourtant, en la voyant convulsée, ses ongles griffant le sol en vain, une vague de nausée m'a submergé. Était-ce vraiment de la justice, ou juste la rage d'une fille brisée ? Paris, cette ville de lumières impitoyables, m'avait appris que la vengeance n'efface pas les cicatrices. Elle les grave plus profond. Mais reculer n'était plus une option. J'ai essuyé la lame sur son chemisier de soie, un cadeau de papa, ironie du sort, et je me suis tourné vers eux. Parce que vous m'avez laissé pourrir pour elle, ai-je dit calmement, ma voix un fil d'acier dans l'air lourd. Et maintenant, vous paierez tous. Tout avait commencé 11 ans plus tôt, dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli où nous avions grandi, baignés dans l'illusion d'une famille unie. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé de la Sorbonne en droit, avec des rêves de plaidoirie flamboyante devant le palais de justice. Sophie, 2 ans ma cadette, était l'artiste ratée, celle qui peignait des toiles sombres dans l'atelier du sous-sol, toujours à court d'argent pour ses tubes de couleurs ou ses verres de vin rouge trop nombreux. Nos parents, Henri et Marie, tenaient une petite galerie d'art dans le Marais, rien de grandiose, mais suffisant pour entretenir ce vernis de respectabilité bourgeoise. Papa, avec sa moustache impeccablement taillée et ses costumes sur mesure, était le pilier. Maman, avec ses perles et ses airs de veuve joyeuse, la façade. Ce soir-là d'octobre pluvieux, j'étais rentré tard d'un stage au cabinet d'avocat, les épaules alourdies par la bruine et les dossiers. L'appartement sentait le tabac froid et le désespoir. Papa m'attendait dans le salon, son visage pâle comme un marbre de Carrare. « Claire, assieds-toi » avait-il dit, et j'avais su, à cet instant, que le sol se dérobait sous mes pieds. Les comptes de la galerie avaient été vidés, 100 000 euros, disparus en transfert fantôme vers des comptes offshore. Et les traces, oh, les traces digitales sur le clavier de l'ordinateur, pointaient droit vers moi. Mon nom, mes mots de passe, mes connexions IP. J'avais nié, crié, supplié, mais les preuves étaient accablantes, forgées avec une précision diabolique. Sophie était là, en retrait, les yeux baissés, feignant la stupeur. Elle avait murmuré « Claire, comment as-tu pu ? On t'a tout donné. » Et maman avait pleuré, ces larmes théâtrales qui me brisaient toujours. La police était venue le lendemain, 2 inspecteurs en imperméable trempé, et j'avais été menotté devant le miroir de l'entrée, mon reflet me renvoyant une accusée que je ne reconnaissais pas. Le procès avait été un cauchemar. 3 mois de détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes, où les murs suintaient l'humidité et les cris des codétenus me hantaient la nuit. Mon avocat commis d'office avait plaidé la jeunesse, l'erreur, mais le juge, un homme au regard de pierre, avait prononcé 2 ans ferme pour escroquerie aggravée. Mais le vrai verdict était tombé après, celui de ma famille. Lors de la visite au parloir, papa avait dit « Tu as sali notre nom, Claire. Ne reviens pas. » Maman n'avait rien ajouté, juste un regard vide, comme si j'étais déjà un fantôme. Sophie, elle, avait souri, un sourire fugace, presque imperceptible, qui m'avait glacé les veines. J'avais compris alors, elle avait tout orchestré. Pour l'argent ? Non, pour me briser, pour prendre ma place, pour être l'unique lumière dans leurs yeux fatigués. Libéré après 18 mois pour bonne conduite, j'avais erré dans les rues de Paris comme une âme en peine, dormant dans des foyers catholiques, mendiant des petits jobs de serveuse au quartier latin. La ville, si belle en surface, m'avalait entière. Les touristes riaient sous la tour Eiffel tandis que je fouillais les poubelles derrière les brasseries. J'avais changé de nom, Claire devenant Élise, et fui vers le sud, à Marseille, où la mer Méditerranée promettait un oubli salé. Là, j'avais reconstruit. Des cours du soir en comptabilité, un emploi dans un cabinet d'audit, puis une ascension lente mais inexorable vers un poste d'enquêteuse financière.
Chaque euro gagné était une brique dans le mur de ma vengeance. Chaque dossier clos, un entraînement pour le jour où je démontrais le sien. 11 ans. 11 années à traquer les ombres de Sophie dans les registres bancaires, à infiltrer les cercles artistiques parisiens sous un pseudonyme. J'avais appris qu'elle avait investi l'argent volé dans sa carrière. Une galerie éphémère à Montmartre, des expositions bidons, un mariage avec un galeriste véreux nommé Laurent, qui ignorait tout de ses origines sales. Et nos parents? Ils l'avaient couvé, effaçant mon existence comme une tache sur une toile. Des cartes postales annuelles pour Noël, signées de leurs mains tremblantes, mais jamais une ligne pour moi. J'avais amassé les preuves. Des relevés falsifiés par un hacker complice, que j'avais payé cher pour le faire craquer, un journal intime de Sophie trouvé dans une brocante, elle y confessait son jalousie viscérale envers l'aînée parfaite, et surtout cet enregistrement, une nuit d'ivresse où elle riait au téléphone, avouant à son amant « J'ai tout pris à Claire ». Elle le méritait, cette garce. Je suis revenu un soir de juin, le train de nuit depuis Marseille me déposant à la gare de Lyon comme un spectre. La maison familiale, à Saint-Germain-en-Laye, n'avait pas changé. Façade ocre, jardin impeccablement taillé, l'illusion intacte. J'avais sonné à la porte, un sac à dos usé sur l'épaule, et c'est Sophie qui avait ouvert, radieuse dans sa robe d'été, un verre de rosé à la main. Claire, avait-elle bredouillé, le visage se décomposant comme un masque de plâtre. Derrière elle, les rires de la famille, un dîner dominical, avec Laurent et les parents. J'avais souri, froidement. Surprise, petite sœur. Et j'étais entré, sans invitation, posant mes preuves sur la table comme des cartes au poker. Ils avaient lu en silence, les transferts, les confessions, les faux. Papa avait blêmi, maman avait étouffé un sanglot. Sophie avait nié, bien sûr, avec ses larmes crocodiles qu'elle maîtrisait si bien. C'est un montage. Claire est folle, elle veut se venger pour rien. C'est là que j'ai sorti le couteau. Pas pour la tuer sur le champ, non, pour la marquer, pour que le sang coule et scelle la vérité. La lame a glissé, et le monde s'est teinté de rouge. Mais ce n'était que le début. La vengeance, voyez-vous, n'est pas un coup. C'est une symphonie, et la mienne n'était pas finie. Les sirènes hurlaient au loin, un chœur discordant qui se mêlait au gargouillement de Sophie sur le sol. J'ai reculé, le couteau encore poisseux dans ma paume, observant le chaos se déployer comme une toile de maître expressionniste. Papa s'est précipité vers elle, arrachant un torchon de la table pour comprimer la plaie, ses mains tremblantes trahissant l'homme d'affaires impassible qu'il avait toujours feint d'être. Appelez les secours. Marie, bon Dieu, appelle-les. A-t-il rugi, et maman, figée contre le mur lambrissé, a enfin obéi, son téléphone glissant de ses doigts moites. J'ai ri, un rire sec, presque hystérique, qui a ricoché dans la pièce comme une balle perdue. Appelez qui vous voulez, papa. Les flics, les avocats, le diable en personne. Ça ne changera rien. Vous saviez. Mes mots ont claqué comme des gifles, et il a levé les yeux, son regard. Ce regard qui m'avait autrefois consolé après une chute de vélo, maintenant empli d'une horreur mêlée de culpabilité. Qu'est-ce que tu dis? Claire, arrête ça. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai sorti l'enregistrement de ma poche, un petit appareil dictaphone usé par les ans, et je l'ai posé sur la table, appuyant sur play. La voix de Sophie a empli la cuisine, claire et moqueuse malgré le grésillement. Oui, j'ai hacké son compte, effacé les traces. 100 000 €, chérie, pour notre petit nid d'amour à Ibiza. Claire, elle est trop occupée à jouer les saintes nitouches pour remarquer. Et si elle le fait, tant pis, papa et maman la croiront toujours, elle est la parfaite aînée, non? Un silence, puis son rire, ce rire de hyène qui m'avait poursuivi dans mes rêves. Maman a couvert sa bouche, les larmes coulant enfin librement. C'est impossible. Sophie, ma chérie, dit que c'est faux. Mais Sophie, haletante, du sang coulant de ses lèvres, a secoué la tête faiblement. C'était pour nous sauver, maman. La galerie allait couler. Claire. Elle n'aurait pas compris. Ah, la vieille excuse. La galerie. Ce sanctuaire familial où papa exposait ses découvertes douteuses et où maman jouait les mécènes. J'avais toujours su qu'il trichait sur les marges, mais voler? Non, ça, c'était le génie de Sophie, impliquer tout le monde dans le péché originel. Les ambulanciers sont arrivés en un tourbillon de lumière bleue, emportant Sophie sur une civière, son corps pâle enveloppé de bandages. Laurent, le mari, est apparu comme un fantôme saoul, titubant depuis le salon où il somnolait devant un match de foot. Qu'est-ce qui se passe, bordel? A-t-il braillé, mais un regard sur le sang, et il s'est tu, soutenant maman qui s'effondrait. Papa m'a fixé, et pour la première fois, j'ai vu la fissure. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Pour les transferts. Tu as laissé Sophie payer pour tes erreurs. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Ironique, n'est-ce pas?
J'ai secoué la tête, la bile montant à ma gorge. Mes erreurs? C'étaient les vôtres. Vous avez fermé les yeux quand elle dépensait l'argent en robes et en voyages, pendant que je grattais pour un loyer à Bastille. Vous m'avez jeté comme une malpropre, Henri. Pour protéger votre petite œuvre d'art défectueuse. Il a tressailli à l'usage de son prénom, un tabou dans notre maison, où papa était loi. Mais les tabous étaient brisés, cette nuit. La police est venue ensuite, 2 agents en uniforme qui connaissaient bien le quartier cossu de Saint-Germain. Ils m'ont passé les menottes sans cérémonie, me lisant mes droits d'une voix monotone. Vous avez le droit de garder le silence. J'ai acquiescé, sereine, sachant que mon avocat, un requin que j'avais engagé des années plus tôt, attendrait au poste. En montant dans la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Les rideaux tirés, les lumières tamisées, et au milieu, papa, seul, tenant les preuves comme des braises. À la brigade de Versailles, l'interrogatoire a duré des heures. L'inspecteur principal, un quinquagénaire bedonnant nommé Duval, m'a bombardé de questions. Mademoiselle Lefebvre, pourquoi cette violence? Votre sœur est en salle d'eau, elle a perdu beaucoup de sang. J'ai souri, calmement. Violence? C'est de la légitime défense, inspecteur. Elle m'a volé ma vie. J'ai juste repris ce qui m'appartenait. Il a haussé un sourcil, jetant un œil aux documents que j'avais laissés sur la table de la cuisine. Photocopiés, bien sûr, pour l'occasion. Vol qualifié, falsification, diffamation familiale. Vous avez un dossier en béton contre elle. Mais ça n'excuse pas une tentative de meurtre. J'ai penché la tête. Tentative? J'espérais qu'elle survive, pour voir sa chute. Duval a soupiré, allumant une cigarette malgré l'interdiction, un vice français, indéracinable. Votre famille est influente, mademoiselle. Le procureur va vouloir étouffer ça. Pensez-y. Influente? Notre famille l'était à peine. Une toile d'araignée de relations artistiques, de dettes masquées et de secrets. Mais Duval avait raison. Le lendemain matin, mon avocat est arrivé, un homme sec comme un croquant au sucre, et a négocié ma remise en liberté sous caution. Légitime défense partielle, a-t-il murmuré en sortant. Les preuves contre Sophie sont explosives. Mais préparez-vous, la presse va s'en mêler. Et elle s'en est mêlée. Le Figaro a titré le surlendemain, drame familial à Saint-Germain, une sœur accuse l'autre de vol après 11 ans d'exil. Des photos floues de la maison, de moi menotté, et même un portrait ancien de Sophie, radieuse à une vernissage. Les réseaux sociaux, ce cloaque moderne, bouillonnaient, sœur tueuse contre justice pour Claire. Certains me voyaient comme une héroïne vengeresse, une Antigone moderne face à la corruption bourgeoise. D'autres, comme une psychopathe, une fille ingrate qui brisait le sanctuaire familial pour un grief ancien. J'ai loué un studio anonyme à Nanterre, près de la Défense, et attendu le prochain coup. Sophie a survécu, bien sûr, les hôpitaux français sont excellents pour les riches. Elle a été transférée en soins intensifs, puis en psychiatrie, sous prétexte de trauma. Laurent a porté plainte pour agression, mais mes preuves l'ont fait hésiter. Et nos parents? Ils m'ont convoqué à l'hôpital, un appel laconique de maman. Viens, Claire. Pour Sophie. J'y suis allé, vêtu d'un tailleur noir austère, comme pour un enterrement. La chambre était stérile, imprégnée d'antiseptique, avec Sophie pâle contre des oreillers blancs, un bandage autour de l'épaule. Elle m'a regardé entrer, ses yeux encore verts, encore venimeux, plissés de haine. Tu as gagné, salope, a-t-elle craché, la voix rauque. Maman a tiqué, papa a détourné le regard. Non, Sophie. On n'a rien gagné. Toi, tu as perdu ton masque. J'ai sorti une nouvelle preuve, un certificat d'expertise bancaire, prouvant que les 100 000 € n'étaient pas allés à Ibiza, mais dans un fonds secret pour papa. Un pot de vin pour une exposition truquée avec un collectionneur corrompu. Tu l'as fait pour lui, n'est-ce pas? Pour le sauver. Et il t'a laissé me charger. Papa s'est levé d'un bond. C'est faux. Claire, tu déformes tout. Mais sa voix tremblait, et maman, oh maman, a commencé à pleurer en silence. Sophie a ri, faiblement. Il savait, Claire. Il savait tout. Et toi, tu étais le bouc émissaire parfait. La fille sérieuse, celle qui ne se rebellerait pas. Le silence qui a suivi était un abîme. Pour la première fois, je voyais la vérité nue, non pas une trahison sœur à accent grave sœur, mais un complot familial où j'étais le pion sacrifié pour préserver l'illusion. J'ai quitté la chambre sans un mot, le cœur battant d'une rage nouvelle. La vengeance prenait un tour inattendu. Ce n'était plus contre Sophie seule, mais contre le noyau pourri entier. Dehors, sous la pluie fine de l'automne naissant, j'ai allumé une cigarette, un vice emprunté à Duval,
et j'ai planifié le coup suivant. La galerie du Marais serait le théâtre. Leur secret, l'arme. Paris, maudite et bien-aimée, m'offrait son labyrinthe pour la traque finale. Les jours suivants ont été un tourbillon de murmures et de regards en coin, comme si Paris entière conspirait à me juger en silence. J'ai évité les journaux, mais les échos me parvenaient. Des éditoriaux dans Le Monde sur la décadence des familles bourgeoises, des podcasts sensationnalistes disséquant mon cri primal de vengeance. J'étais devenu un personnage, une ombre dans le récit national, et cela me donnait un pouvoir étrange, celui de l'invisible qui frappe dans le noir. Mon avocat, Maître Bertrand, m'a briefé lors d'un café amer au zinc d'un bistrot près du palais. Le procureur hésite. Les preuves contre votre sœur sont solides, mais votre geste complique les choses. Si vous voulez gagner, il faut frapper fort, une plainte collective pour complicité. J'ai hoché la tête, sirotant mon expresso. Et la galerie? Pouvez-vous fouiller leur compte? Il a souri, carnassier. Déjà fait. Des irrégularités partout, évasion fiscale, faux certificats d'authenticité. Votre père est dans le collimateur des impôts. C'était le levier parfait. J'ai passé la semaine à compiler des témoignages d'employés mécontents, des emails piratés, merci à mon contact marseillais, et un rapport d'experts liant les fonds volés à un réseau de corruption artistique. Ces galeries qui blanchissent l'argent de la Russie ou du Moyen-Orient sous couvert de toiles abstraites. Sophie, depuis son lit d'hôpital, tentait de contre-attaquer, des messages vocaux à Laurent, pleurnichant son innocence, mais il avait déjà engagé un divorceur discret. Je ne signe pas avec une voleuse, m'a-t-il glissé lors d'une rencontre fortuite au bar de l'hôpital. Un soir, alors que la Seine charriait ses brumes automnales, j'ai reçu l'appel de maman. Sa voix était un fil ténu. « Claire, reviens à la maison. On doit parler. Seul. » J'ai hésité, le téléphone brûlant contre mon oreille. Était-ce un piège? Une rédemption tardive? J'ai accepté, et le lendemain, je poussai la porte de l'appartement haussmannien, vide, maintenant, avec les meubles recouverts de draps comme pour un deuil anticipé. Maman m'attendait dans le salon, une bouteille de cognac ouverte sur la table basse. Elle avait vieilli, les perles pendaient lâches sur une peau flétrie, et ses yeux, autrefois pétillants, étaient cernés de noir. « Assieds-toi, ma fille », a-t-elle dit, et pour la première fois depuis 11 ans, il n'y avait pas de « mais » dans sa voix. J'ai obtempéré, méfiante. Où est papa? Parti. À la galerie, ou ailleurs. Il fuit, comme toujours. Elle a versé 2 verres, le liquide ambré capturant la lumière du lustre. Je sais tout, Claire. Pour les fonds, pour Sophie. Pour moi. Moi? Le mot a claqué comme une révélation. Elle a inspiré profondément, ses mains tremblant sur le verre. C'était mon idée, au début. La galerie sombrait, tes études à la Sorbonne, les dettes de ton père pour ses folies. J'ai détourné de petites sommes, puis plus. Sophie l'a su, et elle a pris le relais, falsifiant pour toi parce que tu étais la forte. Celle qui s'en sortirait. J'ai senti le monde basculer. Tu m'as sacrifié? Pourquoi, maman? Pour ce mensonge. Elle a pleuré alors, des sanglots gutturaux qui secouaient son corps frêle. J'avais peur. Peur de te perdre, de te voir nous quitter pour ton grand cabinet. Sophie était fragile, elle avait besoin de nous. Toi, tu étais libre. Libre. Le mot résonnait comme une insulte. J'ai bondi, renversant le verre. Libre, tu m'as envoyé en prison. Chez les putes et les drogués, pendant que ta fragile petite fleur buvait du champagne. Elle s'est recroquevillée, mais ses yeux ont brillé d'une lueur nouvelle. Pas de regret, mais de défi. Et toi, tu l'as presque tué. Pour de l'argent, ou pour l'amour qu'on ne t'a pas donné? La question m'a foudroyé. Était-ce ça, au fond? Pas la vengeance pure, mais le vide d'un amour maternel détourné vers la cadette turbulente? J'ai quitté la pièce en trombe, claquant la porte, mais ces mots me hantaient. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était viscérale, enracinée dans les chairs de l'enfance. Le lendemain, j'ai lancé l'assaut sur la galerie. Avec Bertrand, nous avons déposé une plainte au tribunal de commerce. Escroquerie, blanchiment et complicité familiale. Les scellés sont tombés dans l'après-midi. Des huissiers ont envahi le Marais, confisquant toiles et registres sous le flash des photographes. Papa a été arrêté sur place, menottes au poignet, son costume froissé comme sa dignité. Les images ont fait le tour des chaînes. TF1, France 2, avec ce titre accrocheur, l'empire de l'art parisien s'effondre, une famille en lambeaux. Sophie, libérée sous caution grâce à un ami juge, ses réseaux, si français, m'a confronté devant l'hôpital Cochin. Elle boitait encore, le bras en écharpe, mais sa rage était intacte.
Tu nous détruis, Claire. Pourquoi? Une vengeance mesquine. J'ai croisé les bras, sentant le poids du couteau imaginaire. Mesquine? Tu m'as volé 11 ans, Sophie. Des amours manqués, des carrières avortées. Et maintenant, tu paies. Elle a craché à mes pieds, un geste bas qui la rabaissait. Tu es pire que moi. Au moins, j'ai agi par amour familial. Toi, c'est de la haine pure. Ces mots ont semé le doute. Était-elle la victime, au fond, d'une mère manipulatrice et d'un père faible? La presse se divisait. Certains colonnes dans Libération me peignaient en féministe vengeresse, exposant les dynamiques toxiques des fratries. D'autres, dans Valeurs actuelles, me taxaient d'hystérique, une femme blessée qui brise tout sur son passage. Les réseaux explosaient en threads interminables. Vengeance Claire ou Sauvons Sophie. J'ai plongé plus profond, embauchant un privé pour fouiller le passé de maman. Et là, le twist. Des lettres d'amour anciennes, adressées non à papa, mais à un amant, un artiste que la galerie avait ruiné. Le vol initial, pas pour les dettes, mais pour financer une vie parallèle, un atelier secret à Montparnasse. Sophie avait su, et m'avait chargé pour couvrir la mer. La trahison était un matrioshka, couche après couche de mensonges, où j'étais le bouc innocent. Le soir où j'ai confronté maman avec ses lettres, dans le salon désert, elle n'a pas nié. C'était pour survivre, Claire. Ton père. Il n'a jamais compris l'art vrai. J'ai senti la rage bouillir à nouveau, mais cette fois, tempérée par une pitié amère. Et moi? J'étais ton art, ou juste un obstacle? Elle s'est tue, et dans ce silence, j'ai vu la fin. La vengeance ne réparait rien, elle isolait. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Le procès approchait, et avec lui, le chaos trao. Le tribunal de Paris, ce colosse de pierre au cœur du 1er arrondissement, m'a accueilli comme une arène romaine. Murmure des badauds, flash des appareils, et au fond de la salle, les rangées de journalistes affamés de scandales. C'était une audience préliminaire, mais l'air vibrait déjà d'électricité. L'affaire Lefebvre, comme on l'appelait maintenant, avait supplanté les débats politiques dans les dîners parisiens. J'étais assise au banc des plaignants, flanqué de maître Bertrand, mon tailleur gris-perle contrastant avec le noir accusateur de l'accusation. Papa était là, défendu par un ténor du barreau, un certain maître Duval, ironie, le frère de l'inspecteur, qui plaida l'erreur judiciaire initiale. Ma cliente, Henri Lefebvre, a été abusée par sa propre fille, manipulée par des preuves falsifiées. Falsifiées? J'ai serré les poings sous la table, retenant un éclat de rire. Sophie, en chaise roulante pour l'occasion, un théâtreux, cette plaie toujours en écharpe, a témoigné en premier, sa voix chevrotante peignant un portrait larmoyant. Claire a toujours été jalouse. Elle a monté tout ça pour nous détruire. Moi, j'ai pardonné, mais elle voulait du sang. Le public a murmuré, des ondes de sympathie pour la victime roulante. Maman, assise au fond, évitait mon regard, ses perles comme un talisman contre la honte. Puis ce fut mon tour. J'ai monté à la barre, le cœur battant mais la voix ferme, et j'ai déroulé le fil. Les transferts bancaires, l'enregistrement, les lettres de maman. Ce n'est pas de la jalousie, monsieur le juge. C'est de la justice. On m'a accusé à tort, expulsé de ma famille, pour couvrir leurs crimes. J'ai attendu 11 ans, non pour tuer, mais pour rétablir la vérité. Le juge, une femme austère aux lunettes cerclées d'acier, a hoché la tête, impassible. Mademoiselle Lefebvre, votre geste violent reste à juger. Mais les preuves, elles sont accablantes. L'audience a été levée sous les huées et les applaudissements. Paris, ville de passion, se divisait en deux camps. Ceux qui voyaient en moi une justicia vengeresse et ceux qui hurlaient à la destruction familiale. Dehors, la presse m'a assailli, micro tendu, questions acérées. Mademoiselle, croyez-vous en la rédemption de votre sœur? J'ai fixé la caméra de BFM et répondu, la rédemption? Elle commence par l'aveu. Demandez-lui pourquoi elle m'a choisi, moi, pour porter le chapeau. Le soir, les débats ont enflé. Des intellectuels sur France Culture disséquaient le mythe de la sœur maudite, invoquant les fratricides de Racine. Des tweetos anonymes me traitaient de meudé moderne, toxique et sans remords. Mais le vrai chaos trao s'est joué en privé, 2 nuits plus tard. J'ai reçu un SMS de papa. Viens à la galerie. Seul à seul. Finissons ça. La galerie du Marais était un mausolée. Toile voilée, vitrine scellée, l'odeur de poussière et de regret. Il m'attendait dans l'arrière-boutique, une bouteille de Bordeaux entamée à la main. Claire, a-t-il dit, et son ton était suppliant, inédit. Arrête ça. Plaide coupable pour agression, et on enterre le reste. Pour maman. J'ai refermé la porte derrière moi, le cliquetis résonnant comme un verrou. Enterrée? Comme vous m'avez enterrée vivante.
Il a posé le verre, les mains levées en paix. J'ai fait une erreur. Sophie m'a dit que tu étais impliqué, que tu détournais pour ton stage. J'ai cru. La panique. Mensonge. J'avais les emails. Il avait ordonné à Sophie de me charger pour détourner l'attention des impôts. Tu savais, papa. Depuis le début. Et maman. Ses amants, ses secrets. Vous m'avez vendu pour votre petit monde pourri. Il s'est approché, trop près, son haleine chargée de vin. Tu es comme ta mère, rancunière, destructrice. Si tu continues, tu nous tues tous. Ces mots ont allumé la mèche. J'ai sorti le couteau, pas le même, un nouveau, aiguisé dans un atelier de Belleville, et je l'ai pointé sur sa poitrine. Alors meurs, vieil hypocrite. Il a reculé, trébuchant sur une toile emballée, et dans sa chute, il a révélé le coffre, rempli de cash, de faux tableaux, de preuves de corruption. C'est là que Sophie est entrée, non en chaise roulante, mais alerte, un pistolet à la main, emprunté à Laurent, sans doute. Lâche ça, Claire, a-t-elle sifflé, les yeux fous. Ou je tire. Le moment s'était tiré, un tableau vivant de haine fraternelle, moi avec le couteau, elle avec l'arme, papa gémissant au sol. C'est fini, petite sœur. Tes mensonges, tes complots, tout sortira au procès. Elle a ri, nerveuse. Et si je te descends? La folle vengeresse, morte par accident. Papa témoignera, tu l'as attaqué, je t'ai défendu. Le dilemme m'a paralysé. Tirer? Me rendre? Non. J'ai feint la capitulation, baissant la lame, et quand elle s'est approchée, triomphante, j'ai pivoté, la lame entaillant son bras armé. Le pistolet a claqué au sol, et elle a hurlé, du sang neuf maculant le tapis perçant. Papa s'est relevé, attrapant l'arme, mais au lieu de tirer, il a tourné contre moi. Désolé, Claire. Pour le bien de la famille. Le coup de feu a retenti, assourdissant dans l'étroitesse de la pièce. Mais ce n'est pas moi qui suis tombé. C'est lui, la balle ricochant dans sa propre panique. Sophie a crié, un hurlement primal, et j'ai ramassé le couteau, le posant contre sa gorge. Finissons-en. Mais au lieu de trancher, j'ai murmuré, pas comme ça. Tu vivras avec ça. J'ai appelé la police moi-même, laissant le chaos derrière. Le lendemain, les manchettes hurlaient, incendie familial, le père abattu dans une fusillade accidentelle. La vérité? Un suicide déguisé ou une vengeance imparfaite? Paris débattait, divisé, étais-je sauveuse ou meurtrière? Les funérailles de papa ont été un cirque discret, dans une petite église de Saint-Germain-des-Prés, où les cierges vacillaient comme des consciences mal à l'aise. Maman, voilée de noir, n'a pas prononcé un mot. Sophie, le bras bandé, a jeté une rose blanche sur le cercueil avec une théâtralité qui puait le faux-semblant. Moi, j'étais absente, non par lâcheté, mais par calcul. Le procès approchait, et ma présence n'aurait fait qu'alimenter les ragots. La fille qui a tué son père indirectement. Au lieu de cela, j'ai passé la veillée dans mon studio de Nanterre, compulsant les derniers dossiers avec Bertrand. Vous avez gagné, Claire, m'a-t-il dit, un cigare cubain aux lèvres. La plainte contre Sophie et votre mère tient. Blanchiment, complicité, 5 ans ferme, minimum. Et pour vous? Acquittement pour légitime défense, avec les preuves. J'ai hoché la tête, mais le triomphe était amer, comme un vin tourné. Gagné? À quel prix? La famille en ruine, mon âme écorchée, et Paris qui me regardait désormais comme une lépreuse célèbre. Le twist est survenu 2 jours avant l'audience finale. Un paquet anonyme, livré à mon bureau. Dedans, une lettre de la main de papa, écrite la nuit de sa mort, tachée de sang. Claire, si tu lis ça, c'est que j'ai raté mon coup. Sache la vérité, le vol n'était pas pour la galerie. C'était pour toi. Tes frais de Sorbonne, tes dettes étudiantes, on les a cachés dans les comptes. Sophie a paniqué, falsifié pour te protéger, pensant que tu t'en sortirais avec une tape sur les doigts. J'ai laissé faire, idiot que j'étais. Pardonne-nous. Ton père qui t'aime. Le papier a tremblé dans mes mains. Un mensonge de plus? Ou la révélation ultime? J'avais été le bouc émissaire non par haine, mais par amour tordu, une protection maladroite qui avait viré au cauchemar. J'ai confronté Sophie à l'hôpital, la dernière fois. C'était pour moi. Elle a ri, faiblement, les yeux brillants de larmes vraies. Oui, grande sœur. Tu étais la fierté. On pensait que tu rebondirais. Mais tu as détruit tout. Le procès s'est clos dans un tourbillon. Sophie et maman condamnées à 3 ans avec sursis pour faute grave mais non intentionnelle. Moi, absoute, avec une mention du juge, la victime d'un système familial défaillant.
Les médias ont titré « Réconciliation amère » ou « Vengeance accomplie ». Et les débats ont fait rage. Étais-je une justicière ou une destructrice qui avait amplifié le mal? J'ai quitté Paris un mois plus tard, vendant mes parts imaginaires de l'héritage pour un billet vers Lisbonne. La ville aux 7 collines m'offrait un nouveau départ, ou un exil doré. Maman m'a écrit une fois « Reviens, Claire. On reconstruit ». Je n'ai pas répondu. La vengeance m'avait libéré, mais à quel coût? Dans les nuits portugaises, je rêve encore du sang sur le carrelage, et je me demande, si c'était à refaire, trancherais-je différemment? Ou est-ce que la justice, cette chimère française, n'est qu'un autre mensonge? 11 ans après mon expulsion, je suis revenu avec des preuves qui ont choqué mes parents, et moi-même. La fin? Pas heureuse, pas tragique non plus. Juste vraie, une cicatrice qui guérit mal, dans l'ombre des lumières éternelles.